Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père, Charles Gave, et du DAF, qui n'est pas dans son panier, mais qui, à mon avis, va pas mettre beaucoup de temps à aller le rejoindre. Même s'il est très dissipé aujourd'hui, voilà, il est très dissipé. Jeeves, reviens ici, dans le panier. Coucou, panier. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une première partie sur l'histoire économique de la France, de la nuit des temps, plus ou moins, donc en tout cas de Vercingétorix au siècle des Lumières. Et comme vous avez adoré l'émission qui n'est pas encore sortie... Donc, on vous en colle une deuxième. J'ai décidé, dans ma grande mansuétude, de continuer sur la modernité des Lumières. Non mais... Au-delà de ça, j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit déjà, ce livre épatant, et je trouve que ici, dans une émission d'économie, parler de l'histoire économique de la France en ce qu'elle nous a formés, c'est un peu nos racines quand même de savoir un petit peu tout ça. Et puis surtout, ça montre qu'il n'y a pas eu toujours que des incompétents dans le domaine économique en France, quoi. Même au pouvoir. Il y en avait un ou deux qui n'ont pas été mauvais, quoi. Non, et puis c'est revenir sur nos richesses, sur le fait qu'on était un pays industriel et manufacturier, agraire, agricole, enfin voilà, il y a plein de choses. On a eu l'époque des Lumières, mais depuis, quelqu'un a éteint. Voilà, quelqu'un a éteint. Et alors, ça commence sur La Bruyère, dans ses caractères, qui rappelait que malgré la Renaissance et le règne du roi Soleil, la réalité économique ne s'est pas véritablement modifiée au cours de ces époques pour le commun des mortels. Il faut attendre à la fin du règne de Louis XIV pour que l'espérance de vie commence à augmenter. Et encore, il y a eu une période de froid et de famine en 1715, un peu avant 1715, où il y en a tout un tas qui sont passés au travers. Là. Ouais. Alors la durée de vie a augmenté de 10 ans entre 1500 et 1700. Elle est plus ou moins stabilisée à partir de 1850. Et on passe alors de 55 ans à 75 ans en 1900. C'est-à-dire que quand même, l'espérance de vie, au moment de la révolution industrielle, c'est aussi le moment Mais aussi parce que c'est le moment où on a fait d'énormes progrès avec l'hygiène de la naissance des bébés. Donc, oui, la mortalité infantile. La mortalité s'est ratatinée à partir du moment où on a accouché les femmes après s'être lavé les mains. Oui, ça c'était... tu connais cette histoire qui était... Oui, il a fini à l'asile, le pauvre vieux. Non, c'est pas ça. Il y avait un endroit à l'hôtel de ville où il y avait un hôpital et juste en face des sœurs. Et les ratios de mortalité chez la mère et chez l'enfant étaient doubles à l'hôpital que chez les sœurs. Donc, toutes les femmes voulaient aller accoucher chez les sœurs. Et en fait, on s'est rendu compte des années après, c'est que simplement, les sœurs entrent, bénissaient le bébé, donc se lavaient les mains, puisqu'il y avait l'eau, baptisaient, et elles-mêmes se mettaient les mains dans l'eau bénite. Donc le simple fait de se laver les mains entre les patientes faisait que chez les sœurs, il y avait infiniment moins de mortalité. C'est quand même dingue de se dire qu'on n'a pas eu le réflexe, effectivement, de se laver les mains entre les patients. Non, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des microbes. Oui, mais c'est juste bizarre de se dire je vais aller avec le gluant d'une personne sur le gluant d'une autre personne. Non, c'est juste... ce qu'on ne dit jamais, c'est que les laïcs mouraient de façon bien plus certaine que les religieux. Parce que les religieux, ils allaient chez les bonnes sœurs, ils ne mouraient pas, et les laïcs, ils allaient chez l'hôpital et ils mouraient. C'est de là d'où est venue la vieille dispute dans les hôpitaux, si tu veux, de ne plus avoir de religieux, parce qu'ils tuaient beaucoup moins de monde. C'est une connerie. Hein. Oui, je sais que tu fais de l'humour idiot, mais il y a une importante, effectivement, variation de climat entre 1500 et 1800, et il y a eu une baisse des températures moyennes à la fin du XVIe siècle, qui aurait été une grande cause de guerre entre les pays. Et de famine. Oui, de famine. Et de révolution. Famine, guerre, puisque j'en ai plus assez chez moi, donc je vais le prendre ailleurs. 1789, ça avait été précédé par 3 années de récolte horrible. Alors, voilà. Quand les gens n'ont rien à bouffer, ils sont de mauvaise humeur. Hein. Et donc, il y a une petite ère glaciaire qui prend fin en 1700. Et la dernière grande famine aurait eu lieu en France en 1709, lors du Grand Hiver. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et il y a eu la phase la plus douloureuse de la guerre de succession en Espagne. Les aliments, à ce moment-là, on a des aliments qui arrivent d'Amérique aussi, qui permettent... les pommes de terre. Alors, on a les pommes de terre, les fameuses pommes de terre qui ont été amenées par Parmentier. Et on a le sarrasin ou le blé noir qui est apparu au XVIe siècle, qui venait sans doute d'Europe de l'Est. On a mis du temps à le cultiver et on a mis du temps à comprendre, à véritablement arriver à faire la répartition. Tu sais, dans les terres pour laisser la jachère, pour laisser un temps reposer. On appelait ça, je sais plus, c'est un vieux mot. L'assainissement triennal ? Oui, l'assainissement triennal, c'est ça, oui.
Là seulement, je sais plus d'où ça sort aussi. Ça, c'est un vieux truc de 7e. Là seulement, ça veut dire que ça a à voir avec le sol. Oui, je sais, mais cette connaissance vient du fin fond de ma 7e. Donc, on faisait blé noir, avoine et seigle. Et donc là, à ce moment-là, la population augmente rapidement et on passe de 22 millions en 1700 à 29 millions en 1789. Ce qui fait qu'avec 29 millions, je crois que la France a autant de population que tous les autres pays d'Europe ensemble, y compris la Russie. C'est pour te dire s'il n'y avait pas grand monde à l'époque. Ouais. Et le progrès vient aussi dans le fait que les régions se sont spécialisées. Alors on revient sur quelque chose dont on parle ici souvent, c'est Ricardo. Et le fait qu'effectivement, certaines régions vont se mettre à faire du textile. Certaines régions vont se spécialiser dans le vin. Et c'est aussi beaucoup parce qu'à ce moment-là, il y a eu des gens intelligents comme le Physiocrate qui ont commencé à dire qu'il faut supprimer les droits de douane entre régions. Et donc, parce qu'ils ont payé des droits de douane, des octrois, etc. Et donc, ça a permis une certaine spécialisation. Oui. Et puis, il y a le développement des routes aussi. Oui, alors, ça a été sous Colbert, et je crois que je n'y suis pas encore, mais on y arrive. Donc, il y a eu ça, mais il a fallu attendre le 19e siècle pour que le progrès de la chimie aboutisse à une modification radicale des pratiques. Alors, à ce moment-là, la corvée royale suscite des oppositions très fortes à partir de 1770-1780. Et on commence à voir des économistes libéraux comme Turgot ou Dupont de Nemours qui disent oui, la corvée royale, ça commence... Il faut expliquer ce que c'est la corvée royale, c'est-à-dire que les gens bossaient sans être payés. Et donc ça ils n'aimaient pas du tout. Et depuis, ça a été remplacé par la corvée républicaine où les gens sont payés sans bosser. C'est quand même beaucoup mieux. Alors oui, la corvée royale, effectivement, tu devais travailler un certain nombre de jours. Mais tu payais pas d'impôts. Mais tu payais pas d'impôts pour la nation, mais ça a permis... Les routes. Le canal du Midi. Le canal du Midi. Le canal du Midi est une des plus belles inventions réalisées grâce à ces esclaves gratuits qui étaient la corvée royale. Et on a fait aussi énormément de routes grâce à ça et pas mal de ponts. Enfin, tous les grands travaux... D'où la chanson sur la route de Louviers. Alors, ce canal, ça a permis au Bas-Languedoc d'abandonner en partie la culture peu productive du blé et de se spécialiser davantage dans le vin, tandis que le Haut-Languedoc exportait, lui, son blé vers la côte. Et, une autre donnée intéressante, mais qui m'a pas choquée, pourtant c'est drôle parce que l'auteur avait l'air choqué. Et alors, figure-toi qu'au XVIIIe siècle, le Parisien moyen consommait 150 litres de vin par an. Oui, parce que l'eau n'était pas buvable. Et un siècle plus tard, ça sera 230 litres. Alors, ça le choque beaucoup, mais si tu remets divisé par 52, ça te fait 2,8 litres par semaine. C'est pas énorme, 3 litres par semaine de vin, ça veut dire que tu bois 2 verres et demi par jour. Oui, moi quand je faisais les vendanges en portant des trucs sur mon dos, puisque j'étais porteur là, on me donnait comme paiement, je sais plus, je crois que c'est 23 francs par jour ou un truc comme ça, ce qui était normalement bien. Et 7 litres de pinard. Que tu revendais. Que je revendais, mais enfin, si on l'a donné d'habitude, c'est que les autres, ils devaient les picoler, quoi. Mais tu crois que des gens arrivent à picoler 7 litres de vin? Non, mais ils les ramenaient chez eux pour le donner à la famille. Peut-être ils les gardaient pour l'hiver, j'en sais rien. Mais enfin, 7 litres de vin par jour. 7 litres de vin. Et du vin que... Oh, c'était une piquette. C'était une piquette, c'était de la villageoise, c'était du vin... du vin qui devait être à 10 degrés, quoi, tout cassé. Oui, c'est comme quand on était petit, il y avait... moi, j'ai encore connu l'époque de la consigne, et tu rapportais la bouteille de vin, et c'était le vin ordinaire. C'est le vin ordinaire que tu allais chercher chez l'épicier. Chez l'épicier, c'était du vin ordinaire qui était bouché comme ça devant toi. C'était moitié vin de la région de Béziers ou de Bordeaux et moitié du côté de Sidi Bel Abbès, quoi. C'était du Sidi Brahim. Donc c'était à la rigueur un petit verre de vin comme ça où tu cuisinais avec, mais c'était pas... Fallait pas trop en boire, hein, parce que tu pouvais aussi cirer tes chaussures avec, c'était bien. Parfois les vins de messe, quand tu... Oui, c'est toujours dégueulasse. C'est toujours... le vin de messe, c'est toujours dégueulasse, c'est imbuvable. Ouh là 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 là. C'est pour éviter que les bons prêtres n'en boivent trop, tu sais. Là, ils évitent bien. Hein. Ils évitent bien. Je sais pas ce qu'ils traitent, mais le vin de messe, c'est quelque chose. Le vin de messe, c'est quelque chose. Hein. Donc, après, il y a Colbert. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur Colbert avant que je ne commence? Alors, Colbert, c'est un type intéressant parce qu'il reste... Quand vous allez vous visiter le ministère des Finances en France,
ce qui est toujours une expérience intéressante. Vous avez des bâtiments immenses, là, qui sont du côté de Bercy, là-bas. Et il y a des longs couloirs comme ça, et vous avez le bâtiment Colbert, le bâtiment Louvois, et vous dites, c'est marrant, ils ont que des types qui ont foutu la France en l'air, quoi. C'est Louvois un peu moins que Colbert. Donc Colbert, c'était un homme qui avait été légué à, je parle de mémoire, hein, parce que, à Louis XIV, par Mazarin. Mazarin lui avait dit, est-ce que vous connaissez un gars qui sait faire des additions et des soustractions? À l'époque, il n'y avait pas le maire, donc mais qui a sauvé la France, il pouvait pas être partout. Donc on a donné Colbert à la place, et qui était un bon ennemi absolument sinistre. Mais il était celui qui s'était payé, celui que j'aimais bien, Fouquet, là, tu sais, qui a fait voler les comptes, quoi. Colbert, je crois qu'il a jamais rien fait de beau dans sa vie, mais en tout cas, il tenait les comptes et tout. Et il a été un haut fonctionnaire français absolument parfait, c'est-à-dire que pour lui, son travail, c'était dans le fond de fournir du pognon au roi pour qu'il puisse faire la guerre au reste du monde, quoi. Oui, pardon, mais c'était ça. En revanche, c'était sa lettre de cachet. On lui avait dit, et je veux du pognon pour faire ma guerre. C'est ce qu'on lui demandait. Donc, ce qu'on lui demandait, mais Louis XIII, Henri IV avaient fait venir des centaines d'artisans italiens qui étaient venus s'établir du côté du carreau du Temple. Il y avait eu le début on peut l'appeler presque une révolution industrielle qui commençait là. Et lui, à force de taxer tout le monde, la France, en 1715, était complètement ruinée avec toutes les guerres, et il a fallu que toute l'aristocratie française fonde son argenterie pour aider à payer les guerres du roi, etc. Ce qui fait que c'est très difficile de trouver des argenteries françaises qui datent d'avant 1715. Donc, Colbert, il est révéré par tous les gars du ministère des Finances, mais il a été détesté par la population française à un point qu'on imagine mal. C'est lui qui disait, quand on tond un mouton, il faut éviter, on peut le tondre tant qu'on veut, mais il faut éviter de lui prendre la peau avec, quoi, tu vois, c'est parce que ça saigne. Donc on nous dit, il a commencé à faire il a replanté des forêts pour faire des bateaux pour le roi, ça c'était pas mal. Il a fait 2 ou 3 choses comme ça, mais c'était un de ces hauts fonctionnaires. C'était le début des hauts fonctionnaires qui ne vivaient que pour et par l'État, tu vois. C'était pour moi, donc pour lui, une société ne pouvait exister que si elle était contrôlée par le roi, je crois. Que c'est lui qui contrôlait tout. Donc pour moi, c'est le début de cet horrible ministère des Finances français, quoi. Alors, en réalité, ce que j'ai appris avec le livre, tu parles de mémoire, mais il y a eu vraiment un peu 2 périodes de Colbert. Au début, son obsession était véritablement la restructuration de la dette, qui à l'époque était extrêmement lourde. Tiens donc. Et la deuxième chose était une politique nobiliaire plus rigoureuse, parce que les charges qui étaient octroyées à droite et à gauche aux uns et aux autres commençaient à peser un petit peu sur la cassette royale. Et une certaine aussi ambition de paix et de quelques bonnes récoltes. Voilà, ça lui permet d'atteindre l'équilibre. Et à ce moment-là, il a 3 obsessions, donc une balance commerciale excédentaire, bon ça, on lui jette pas la pierre, mais surtout en cas de guerre. Mais la deuxième obsession qui est liée était, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et de ces périodes déflationnistes, la France devait avoir de l'or. Donc justement, il fallait fondre, il fallait... Si tu avais de l'or, si tu avais une balance commerciale excédentaire, automatiquement tu avais de l'or. C'était la même chose. Mais pour lui, il fallait en avoir plus que de besoin, donc une politique vraiment mercantiliste de je veux de l'or dans les caisses, je veux de l'or. Ça fout en faillite les autres. Ça fout en faillite les autres, et ça fait des balances commerciales avec tes partenaires. Ça va les énerver au bout d'un moment, donc ils risquent de te faire la guerre aussi pour récupérer leur or. Ayant vécu la Fronde aussi, il était obsédé par l'idée du désœuvrement des gens. Et donc, il avait cette grande idée de travaux publics et de relancer et de lancer des manufactures. Donc, il était capable de soutenir, en fait, des professions qui auraient été déficitaires, parce que, donc, il a fait venir des miroitiers pour le château de Versailles, donc toute la galerie des glaces a été faite en miroir français. Il y a eu l'idée aussi de faire ça dans la dentelle, mais alors ça a été très compliqué parce que les dentelières du Nord avaient une pratique qui était beaucoup plus, dans leur point, rentable que les dentelières françaises, qui ne voulaient évidemment pas coopérer avec les Hollandaises, parce que... voilà. Et il y a eu Saint-Gobain. C'était le début de l'État stratège. Le début de l'État stratège. On s'en est jamais remis. Voilà. Et on s'en est jamais remis. Sinon, on a eu quelques meilleurs, mais Colbert, c'était le gars qui vraiment, si vous voulez,
c'était le premier des fascistes, tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État. Et ça a été très fatigant. Disons qu'il avait eu effectivement une vision étatique de ce qui devrait... Alors évidemment, en France, les gens le révèrent, puisqu'on est très État-stratège dans ce pays. Et on a les résultats qu'on voit. Et on a les résultats qu'on voit grâce à Bruno Le Maire qui a sauvé unilatéralement l'économie. Et là, on arrive parallèlement sur le système de John Law. En 1716, en 1716, c'est bien après. 1716, 1720, Louis XIV est mort. Louis XIV est mort, voilà. Et qui va opérer, à l'époque, une réforme ratée de la finance. Alors, la guerre avait alourdi la dépense de l'État sous la Régence et la dette représentait 100% à l'époque du revenu intérieur français. Et la solution au problème de la dette arrivant à la personne de John Law, John Law qui est né en 1671 et mort en 1729, qui était un économiste, et il s'est intéressé aux billets de banque. Un joueur professionnel, oui, il n'était pas économiste. Il s'intéressait... Il a été assassiné à Venise, je crois, en fin de carrière. Et le marquis de Lauriston, là, voilà, Lauriston à côté, c'est son fils. Ah bon? Les Lauriston, oui, John, il s'appelait Law. Ça devait être le fils de... La rue de Lauriston, là, à Paris, c'était la rue du Alors, marquis de Lauriston. Quand il arrive, il avait d'autant plus de chances de kickstart un peu l'économie française qu'on sortait d'une grosse crise déflationniste. Et il s'est dit, la création de billets de banque ne suscitera pas d'inflation, mais stimulera l'industrie, l'emploi et augmentera la richesse. Mais il fallait créer cette confiance aussi envers le billet de banque. Donc, il avait plusieurs couches. Il y avait d'abord la banque classique, qui serait dotée du monopole de l'émission. Ça, c'était aussi c'était la première banque. En fait, c'était la première banque bien avant. Je crois que c'était sans doute la première banque centrale, ou juste en même temps, ou juste après la suédoise. La suédoise, ça devait être... oui, c'est ça. Je crois que la suédoise a été la première. Mais donc, c'était une banque centrale qui émettait de l'or et qui garantissait le paiement d'un papier qui serait sur le revenu à tirer de la Louisiane, qui était la moitié des États-Unis. Parce qu'à côté, adossé, il y avait une compagnie coloniale qui se porterait garant de toute dette publique. Et tous les revenus de la Louisiane, c'est-à-dire qu'elle est grosso modo de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago, là, tout ça, tous ces revenus devaient aller au Trésor français et garantissaient le Trésor. Et alors, et en plus, il assurait le prélèvement de tous les impôts. Donc là, on n'est pas vraiment dans une séparation les ordonnateurs et les comptables. On a une espèce de truc. Mais en plus, il y avait le paiement des impôts. Mais en plus, la banque qui mettait là-haut, on lui donnait de l'or, en quelque sorte. Elle pouvait... Et si tu demandais à ce que ton titre soit repayé en or, il était repayé en or. Mais le truc très astucieux, c'est que la dette française, comme elle était à 40 ou 50% de sa valeur faciale, puisque l'État était très endetté, tu pouvais acheter des actions de la société coloniale, là, au part, avec un titre qui valait 50% dans le marché. Oui. Donc, immédiatement, dès que tu l'achetais, tu doublais ta mise. Donc, tu imagines un avantage fiscal dans une mauvaise affaire et remboursable en un or qu'on n'a pas, c'est un truc auquel la bourgeoisie ne peut pas résister. C'est trop beau pour être vrai, quoi. Et du reste, elle n'a pas résisté. Elle n'a pas résisté. Les trois à la fois, tu te rends compte? Les trois pièges à rats. Continue à raconter l'histoire, alors après, que se passait-il? Qu'est-ce qui se passe, c'est que là, ça monte, les actions se mettent à monter. C'est une des premières grandes bulles de l'histoire. Alors ensuite, il cherche à modifier les cours, donc il remet... il cherche à acheter des actions lui-même pour essayer de tenir les cours, parce qu'il y a eu des manipulations pas possibles. Donc ça monte. Et puis, comme c'était remboursable en or, il y a un gros malin qui s'appelait, je crois, le prince de Conti, qui, quand il voit tout ça, il se dit, dans le fond, il en avait acheté beaucoup au départ, hein. Je vais maintenant amener toutes mes actions au remboursement en or. Et je sors de ma position. Et il y a donc eu 2 ou 3 carrosses qui sont arrivés du prince de Conti et qui ont demandé le paiement en or, et hop, ils sont partis, lourdement chargés comme ça. Les chevaux avaient du mal à tirer. Ventre à terre. Les chevaux avaient du mal à tirer, ça devait être déboulonné. Et à ce moment-là, il y a des gens qui regardent ça, qui disent, tiens, qu'est-ce qui c'est celui-là que je sais pas? Bank run. Donc il commence à y avoir un bank run. Et à ce moment-là, tout saute, et je crois que Law prend la poudre d'escampette et se barre en Italie ou je sais pas quoi, où il sera assassiné, je crois, à Venise un jour, quelques temps plus tard. Et on se retrouve avec donc la bourgeoisie française ruinée, mais l'État ayant beaucoup moins de dettes. Oui, pratique ça. Ah, c'est drôlement bien ça.
Et je vais vous annoncer un truc, c'est peut-être un truc qu'on va nous refaire, ça. Hein. Le coup de vous achetez des obligations que vous mettez dans un compte où vous ne paierez pas d'impôt, allez, on va appeler ça assurance vie, et l'État vous remboursera jamais, mais vous avez un avantage fiscal pour le faire. Ça marche à tous les coups. La bourgeoisie ne pouvant résister à une mauvaise affaire. Surtout si c'est garanti par l'État. Oui, moi je ne dis rien, encore une fois, ta famille était bourrée d'emprunts russes, donc mais nous, attends, la famille, on a fait des bêtises, mais ça, on avait fait confiance à un État étranger. Oui, mais... On n'était pas bête au point de faire confiance à l'État français, quand même. Si, remarque qu'on l'était. Parce que je connais quelques vieilles tantes qui ont donné toutes leurs économies en 14 ou en 39-45. Mais ça c'est différent parce qu'il y avait un sursaut patriotique aussi. Il y avait la guerre, surtout en Alsace. Voilà. Donc l'État te demandait, tu lui donnais. Si on résumait en termes d'aujourd'hui ce qui s'est passé avec John Law, c'est qu'il a créé de la monnaie ex nihilo, que le pays souffrait en effet d'un manque de liquidité. Donc ça a permis un redémarrage assez fort des affaires. Et puis que le système, il a pas su arrêter en quelque sorte le système quand il s'est mis à exploser à la hausse. En fait, le système déjà était beaucoup trop gros, c'est-à-dire ce que représentait le système était plus gros que le PIB. Donc ça n'était pas tenable. Il aurait fait simplement ce système d'adossement. Et surtout le pognon qui devait arriver des colonies n'est jamais arrivé. Voilà. Ils ont gagné pas un rond avec ces trucs-là. L'idée, si vous voulez, qu'on gagnait du fric avec les colonies, il y avait quelques personnes qui gagnaient un petit peu d'argent, beaucoup même, dans le trafic avec les colonies, mais des calculs ont été faits par un garçon qui s'appelait Marseille, je crois, Jacques Marseille, dans les années 70, sur la rentabilité des colonies. Ça nous a toujours coûté la peau des fesses. Donc quand les Africains défilent partout en disant « vous nous avez exploité », en fait, ça nous a coûté, quoi. En tout cas, les colonies françaises ont toujours coûté beaucoup plus qu'elles n'ont rapporté. Donc on a fait, dans le fond, du keynésianisme, qui a déclenché une vague d'inflation qui a surprendra ceux qui connaissent pas Keynes. Et le pays est sorti beaucoup très, très appauvri. Enfin, la bourgeoisie est sortie très appauvrie. Mais l'État est sorti un peu désendetté, quoi. Donc, ça a permis de recommencer à emprunter. Et pourtant... Pour financer la guerre contre les Anglais aux États-Unis, en particulier. Voilà. Mais pourtant, l'Angleterre, justement, reste toujours supérieure économiquement. Elle a une plus grande productivité, un plus haut niveau de vie, et l'industrialisation plus tard sera plus rapide en Grande-Bretagne, avec un coût du travail plus élevé, du charbon, et surtout parce que nous, pendant ce temps-là, on commence lentement à avoir une décroissance des natalités, paradoxalement, alors que la Grande-Bretagne, elle, va avoir une population qui continue à croître. Alors, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qu'on ne mentionne jamais aussi, c'est une des grandes raisons des victoires anglaises sur Napoléon, c'est qu'ils ont très rapidement organisé un système extrêmement performant, un marché financier dans la City, ce qui fait que le coût du capital était à peu près de 200 à 300 points de base, c'est-à-dire 3%, de moins cher en Angleterre qu'en France. Alors qu'en France, il y avait une épargne plus forte. Mais c'est les Anglais ont monté un système pour très bien mobiliser leur épargne, ce qui fait qu'ils ont eu ce décollement très rapide, alors que nous, à la place, on avait la rente qui était cotée, mais c'était à peu près tout. Donc il a fallu un temps fou pour que les Français comprennent qu'il fallait organiser le marché des capitaux. C'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, sous Colbert, malgré le mal qu'on peut en dire, l'État était obligé de se substituer à ça, parce que justement, l'achat des machines et ainsi de suite était très cher, et il n'y avait pas d'épargne privée sollicitable qui eussent permis de lancer l'économie. Donc, pendant un moment, l'État le faisait. Mais dans un monde idéal, effectivement, il devrait y avoir un marché où, en tant qu'entrepreneur, tu pourras aller solliciter des capitaux, ce que sont aujourd'hui les actions, pour que, justement, ensuite, tu puisses lancer une entreprise digne de ce nom. Et parce que le problème de la rencontre de l'épargne, enfin, de l'inventeur, l'entrepreneur avec l'épargne, c'est qu'il doit y avoir un lieu pour que ça se fasse. Mais ce lieu, c'était dans la City, c'était dans un café, il y avait des gars qui s'échangeaient des trucs, et puis c'est devenu cet immense marché financier qui est la City aujourd'hui. Donc, quelque part, les Anglais ont compris assez rapidement, et c'était sans doute le résultat des réflexions de Locke sur la propriété, qu'on pouvait mobiliser l'épargne de façon assez simple dans un marché. Mais les Français ont toujours trouvé mieux de payer que l'État prélève des impôts quand ensuite, lui, s'en occupe. Mais ça marche pas.
Alors là, on va arriver sous Louis XVI et les prémices de la Révolution française. Et on était dans une période où la dette représentait à peu près 80% des revenus annuels de l'État. Et les États généraux s'ouvrent en 1789. Mais il faut expliquer pourquoi c'était remonté. C'était remonté parce que la France avait financé, pour emmerder les Anglais, la guerre d'indépendance des États-Unis. Oui, aussi. Et donc, ça nous a coûté la peau des fesses. Ils nous ont jamais remboursé, ces corneaux. Mais ça nous a coûté la peau des fesses. Et c'est pendant cette guerre que il y a eu une des rares victoires militaires françaises sur l'eau. C'est là, parce que les marins français, avec Suffren, etc., ont ratatiné les Anglais. Ils en parlent jamais, les Anglais, hein, mais Chesapeake et tout ça, ça s'est passé. Donc, ça a été très intéressant. Si on réfléchit, parce que ce beau Colbert avait planté un arbre pour pouvoir faire ensuite des bateaux qui seraient de bonne qualité pour se battre contre eux. Mais c'est un raisonnement à 100 ans. Donc, en effet, à peu près 100 ans après, on avait les bateaux qui nous ont permis de ratatiner les Anglais. Qui nous ont permis, et dont Napoléon va se servir aussi, parce qu'il y avait effectivement une grande obsession de blocus militaire naval. L'Angleterre, voilà. Oui. Donc, tout ça, c'est un truc à long terme. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en effet, on a permis aux Anglais de se libérer aux Américains de se libérer du joug anglais. Et ça n'a coûté la peau des fesses, et c'est une des grandes causes de la Révolution française. C'est justement parce que l'État était complètement exempt, quoi. Donc, et alors, donc, les États généraux s'ouvrent sur 3 heures de dette de Jacques Necker, qui explique quand même par le menu pourquoi la dette de l'État C'était un Suisse. Oui, mais pourquoi la dette de l'État est insoutenable et pourquoi on va se retrouver avec une inflation et une crise économique qui va arriver donc de 1793 à 1795. En plus, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la guerre à l'Europe à ce moment-là. Puisqu'on n'avait pas un rond. Oui, bah oui, c'est le moment. Et alors, en 1797, je crois, en 97, je crois, il y a la faillite des 2 tiers. Voilà. Où la France dit, écoutez, je vous rembourse pas, je vous donne 1/3 de votre dette en papier, qui sera jamais remboursée, c'est-à-dire un truc perpétuel, vous toucherez du 4% dessus, je crois. C'est à peu près ça, 4% dessus, perpétuellement, et puis les 2 tiers du reste, vous avez rien. Ça s'appelle la faillite des 2 tiers. Voilà. Donc, on va y revenir. Arrive Napoléon Bonaparte, on est toujours dans une guerre commerciale avec la Grande-Bretagne, mais désormais les impôts sont mis à plat. On a en gros 4 impôts de base, c'est la contribution foncière, la contribution mobilière, les patentes et un impôt un peu sot, l'impôt sur les portes et les fenêtres. C'est pour ça que vous avez des fenêtres bouchées partout. Voilà, et ce qui a fait que ensuite, par la suite, voilà, parce que les gens ne faisaient plus de fenêtres et les ouvriers vivaient dans des conditions insalubres, quelquefois dans des pièces sans fenêtres justement pour pas avoir d'impôt sur les fenêtres. Et alors, je peux vous raconter une histoire qui est vraie, c'est que donc quand j'étais au Vietnam il y a quelques années, il y a 20 ans, je sais plus quoi. Et je vois les maisons vietnamiennes qui sont très étroites comme ça, extraordinairement longues. Extraordinairement longues. Moi, je me dis, c'est quand même bizarre, parce que ça paraît pas bien logique, ce truc. Alors, je demande aux gens, et ils me disent, parce que les impôts sur l'immobilier sont payés par la taille de la façade au Vietnam. Donc, vous aviez des espèces de tunnels qui étaient les maisons. Mais de toute façon, ça c'est une règle qui ne se dément jamais. Quand tu vois un truc absurde dans un pays, tu te dis quelle est la taxe, quel est l'impôt. Tu vas en Liban et en Grèce et tu vois des maisons qui sont non finies partout. Oui, bah voilà. Parce que on ne paye les impôts sur la maison que quand elle est finie. Donc il y a toujours un bout de ferraille qui dépasse. Elle n'est pas finie. Un 3e étage en construction. Elle n'est pas finie la maison, donc on ne paye rien. Ouais, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Mais... Oui. Et quand tu vois des choses absurdes dans la vie, dans les pays, tu dis quelle est la dérive fiscale qui s'est greffée sur ce truc-là. Quelle est la raison de cette imbécilité? Et ça ne manque pas. Et c'est toujours ça. Le fisc. Oui. Je regardais hier justement les impositions différentes sur les PEA. Et tu as des trucs, genre c'est 28,8%, 32,7%. Tu te dis, quel est le génie qui un jour s'est dit, on va pas mettre 32%, on va mettre 32,7%, on va mettre 28,8%. Tu te dis, mais quel est c'est pour faciliter les calculs à 3 chiffres derrière la virgule? Tu sais pourquoi faire? Je crois que c'est... ils ont un sens de l'humour, c'est-à-dire ils vont dire, bon, déjà 28%, ça les fait boire, mais si on mettait 28,35, là, ça va vraiment les faire chier. Donc 28,35. Oui, non, mais tu te rends compte, après, tu dis, déjà 28%, c'est gonflant, pourquoi tu ne mets pas 30% ou mets-moi 25, tu vois un multiple simple. Mais 28,8... Le but, quand même, de l'administration, c'est de ne rien faire et de ne rien laisser faire. Donc s'ils peuvent mettre 28,370...
T'auras même pas l'argent pour payer les virgules. Donc, non, c'est un truc qui est très intéressant. C'est pourquoi est-ce toujours idiot? Oui. Systématiquement idiot. C'est systématiquement idiot, ouais. Hein. Alors, le 19e siècle, l'enrichissement du monde, 1815-1914, c'est une des périodes les plus agitées de l'histoire politique, mais entre 1800 et 1900, le revenu par habitant a triplé en France. Triplé. Alors que les prix baissaient tout le temps. Oui, mais ça veut dire qu'on vit mieux quand même. On vit mieux. Alors c'est exactement c'est un truc très intéressant. Le revenu, je l'ai vu en Angleterre aussi. Je crois que la production industrielle en Angleterre de 1814 à 1914 avait été multipliée par 6 ou à 7, et les prix avaient baissé de 50%. C'est-à-dire que les salaires ne montaient pas, mais que la hausse du niveau de vie se passait par la baisse des produits. La baisse de la nourriture, la baisse des vêtements, c'est le prix qui produit. Bah, c'est un peu vrai dans une certaine mesure pour certains biens de consommation de notre époque. Parce que souviens-toi, quand on devait acheter une télévision quand j'étais petite, c'était l'achat de l'année et ça coûtait pratiquement un mois de salaire, une belle télévision. Aujourd'hui, une télévision, c'est 100 €. Voilà. Et alors ça se passe en Chine en ce moment, c'est très intéressant, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est que par exemple... en Chine, ils sont tellement efficaces industriellement à l'heure actuelle que vous pouvez vous acheter une voiture électrique qui vient de sortir, hein, avec aussi une hybride, allez, oui, l'hybride fonctionne avec 3 litres par 100 km. Vous pouvez aussi avoir un domaine électrique et vous avez une autonomie de 2000 km. Et ça vaut 13 000 $. La même voiture faite par BMW vaut 80 000 $. Donc, le prix de l'hôtel aujourd'hui de luxe à Pékin, c'est 200 $. Le même, c'est 2 000 $ à Paris. Donc, on se rend compte que toute la richesse est en train la Chine est en train de s'enrichir comme nous, on s'est enrichi au 19e, avec une non-hausse des prix, ou des baisses des prix, ce qui fait que les gens ont leur niveau de vie qui monte, mais qu'ils épargnent beaucoup aussi, parce que comme le prix des produits baisse, ils ont une épargne très importante, et les gens me disent, mais la Chine va finir par exploser, parce que ses prix sont pas assez chers. Ils sont trop compétitifs, mais je leur dis, le capitalisme est naturellement déflationniste. Dans un monde capitaliste, les gens s'enrichissent, non pas par la hausse de leur salaire, mais par la baisse de leur prix. La baisse des prix des produits que tu achètes. Et donc, si tu veux, moi là, j'ai pris 500 € pour aller revenir à Londres dans les 2 jours qui viennent. Bon, je trouve ça absolument hors de prix parce que c'est beaucoup plus cher que l'avion. Bon, mais je le paye. Pour aller de Shanghai à Pékin, ça me coûterait 80 $. Et ce serait plus long et de meilleure qualité. Donc, il est en train de se passer en Chine un enrichissement gigantesque par l'augmentation de la quantité de produits que tu peux avoir pour le même argent. Pour le même argent, par exemple, tu t'achètes un téléphone meilleur que le Apple, un Huawei, il te coûte le quart. Et ben tu te dis, mais dans le fond, si j'achète un téléphone en Chine aujourd'hui, il va me rester les 3 quarts que je peux dépenser ailleurs. Mais ça veut dire que si tu restes dans un domaine Chine ou agrémenté, par exemple, pour, je veux dire, s'ils font des stations balnéaires qui offrent un service, c'est-à-dire que pour le même argent, ils vont avoir une qualité de service qu'ils n'auront pas à Taormine. Et c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, les Chinois ne vont plus en Europe. Voilà. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi ça coûte beaucoup trop cher. Ils vont devoir payer 50 000 € pour une semaine à Taormine, alors qu'ils vont payer 5 000 pour une qualité de service beaucoup plus grande. Et que le Japon en face, qui est un pays quand même très fascinant, aussi, c'est aussi pas cher du tout. Donc, on voit se dessiner une espèce de bloc asiatique où le pouvoir d'achat de la monnaie est infiniment supérieur au pouvoir d'achat de notre monnaie. Et ça peut pas durer. Il y a un moment où les pouvoirs d'achat vont devoir... Donc, si tu veux, le Big Mac, il est à 2 $ à Pékin et il est à 8 $ à New York. Tu te dis, ça colle pas. Oui, non. Mais c'est ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, vous avez eu une immense hausse du niveau de vie, et en France aussi. Et on le voit très bien si on mesure en particulier la consommation de viande. On voit que la consommation de viande des classes populaires en France ne cesse de monter pendant le 19e. C'est-à-dire que le niveau de vie ne cesse de monter. Donc quand ce que tu lisais, Cosette ou Marx, c'était en grande partie du pipeau. Il y avait une vraie hausse du niveau de vie. Oui, bien sûr. Et on le voit aussi tout au long de la monarchie de Juillet et ainsi de suite. C'est que on voit, d'ailleurs, il y a eu des calculs qui ont été faits, combien d'heures de travail était-il nécessaire à un ouvrier pour littéralement gagner son pain.
Et tout au long du Moyen-Âge, c'était 8 heures de travail, ainsi de suite, pour son quignon de pain. Et en l'occurrence, je crois qu'on mangeait 1 kilo de pain, à peu près 1 kilo. Bon. Et désormais, il ne faut plus que 3 heures. Et de nos jours, c'est 10 minutes en productivité. Voilà. Mais il est de mauvaise qualité. On meurt très jeune. On meurt très vieux. Alors qu'autrefois, c'était de bonne qualité. On mourrait très jeune, mais en bonne santé. Parce que maintenant, on vit très vieux et en mauvaise santé. Alors, sous la monarchie de Juillet dont je parlais, il y a un début de libéralisation. Donc, ils ont été assez libéraux, oui. Voilà, c'est Jean-Baptiste C. Le traité d'économie politique connu un certain succès intellectuel. Il y a Guizot, il y a Bastia. Qui a été un grand intellectuel. Hein. Voilà. Guizot, c'est curieux, mais on en parle très peu. On en parle très peu. Parce qu'il a écrit des choses qui étaient très intéressantes. Et c'est lui qui avait eu cette phrase immortelle, « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Et donc, il y a le corps des ponts et chaussées qui est créé. Et sous le Second Empire, il y a effectivement une hausse massive de la croissance. Et des investissements massifs faits par l'État. Voilà, et un désenclavement gigantesque des campagnes et un immense progrès agricole aussi. Oui. Donc, une mobilité urbaine entre les campagnes et le monde agricole qui n'existait pas forcément auparavant. Par exemple, l'opéra et tout ça, ça a été fait à Paris. Il y a eu plein de morts d'ailleurs de gamins qui arrivaient de la région de Clermont-Ferrand, quoi. Parce que pour bâtir l'opéra, pour bâtir les sous-sols, pour faire les. Mais Napoléon III a été un très grand homme. Oui. Donc, du côté économique, c'est le début de la régulation financière. Et on rentre dans une période qui économiquement a été plutôt agréable pour la France. Et une des premières grandes périodes où on a été libre-échangiste, en particulier avec la Grande-Bretagne et tout, on n'avait pas peur. Et quand on dit libre-échangiste, ça n'est pas ça, là. Non, je pense pas au truc le samedi soir dans les bonnes familles. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en principe, vous achetez le produit qui est le moins cher, quelle que soit l'origine d'où il vienne. En fait, les droits de douane étaient limités, quoi, voilà. Alors, il y a autre chose qui a été très important à partir de cette époque-là, c'est l'école. Oui. C'est la promesse de l'égalité républicaine. Et ça, c'est très important pour un pays. C'est Napoléon qui avait commencé. Napoléon III, je crois, qui avait commencé ça. Et l'école obligatoire donnait aussi un cadre de langue et un cadre culturel qui a défini un niveau national. Oui, et c'est très important dans le progrès d'une nation aussi. Dans certaines parties de ma famille, ils ont tapé sur les gamins qui parlaient en dialecte. Hein. C'est le père de Papa Ernest. Il lui tapait dessus s'il parlait en béarnais. Oui. Il disait, tu parles en français, je me casse pas les pieds à t'envoyer à l'école pour que tu me parles en patois. Sinon tu vas au champ. Hein. C'est pas me parler en patois. Il y a des bêtes à garder. Hein. C'est ça. Alors à la belle époque, c'est les nouvelles inventions à Paris. Et il y a l'arrivée de l'électricité, il y a l'arrivée du gaz, il y a l'arrivée du chauffage, il y a des trucs comme ça qui changent un petit peu la vie des gens aussi. C'était en contraste avec la décennie de 1880 qui était marquée par des crises financières, agricoles et politiques. Donc c'est la grande crise mondiale qui était la fin du développement des chemins de fer. Voilà. J'en ai parlé ici, la crise d'1873 aux États-Unis, mais qui s'est répercutée dans le monde entier. Et en France, on produit beaucoup de voitures. On a commencé à produire, jusqu'au déclenchement de la guerre, la France avait produit davantage de voitures que tous les pays industrialisés, à l'exception des États-Unis, et elle demeurera jusqu'alors le premier exportateur d'automobiles. On était vachement bon, on avait Panhard, on avait Renault, on avait, qu'est-ce qu'il y avait encore comme Mars? Il y avait Citroën qui s'est mis un peu plus tard. L'héritier Panhard avait demandé ma grand-mère en mariage, mais finalement elle a choisi mon grand-père. Oui. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne serait pas là. Je sais pas que c'était heureusement pour elle, mais en tout cas pour nous, je suis drôlement content qu'elle ait fait le bon choix. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que ma fille était avec le petit Panhard dans sa classe. Oui, bah oui. Comme quoi, on tombe jamais très loin. Non, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre, non. Et on arrive sur la guerre de 30 ans, 1914-1944. Le suicide de l'Europe. Le suicide de l'Europe. La Première Guerre mondiale eut des conséquences terribles sur la France, sa population et sa richesse. On arrive... l'auteur fait un parallèle avec la guerre du Péloponnèse et Thucydide. Une vieille idée que l'Allemagne devenait trop puissante et quelque part il était inéluctable qu'on se tapasse dessus
d'une façon ou d'une autre. Que la guerre de 1870, bon, ça, ma foi, ça avait été vite fait, mais que l'Allemagne... La guerre de 1870 a permis la réunification de l'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, c'était le but de tous les souverains européens, c'était surtout que les Allemands s'unissent jamais. Et à partir du moment où ça a été uni, ce que disait Kissinger, c'est que le drame de l'Allemagne, c'est qu'ils sont trop petits pour dominer le monde et trop gros pour dominer l'Europe. Bref, qu'ils avaient un problème, c'est qu'ils sont jamais choisis entre une puissance mondiale et une puissance régionale. Et ça, ils ont fait 2-3 guerres et ça s'est mal terminé pour eux, quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé en Europe, c'est que dans le fond, on a eu cette espèce de... ce qui est très curieux, quand vous regardez l'Allemagne, c'est le pays qui avait le plus en 1930, 40, le plus de prix Nobel scientifiques, le plus d'universités prestigieuses, le plus de gens le plus éduqués au monde, etc. Et c'est dans ce pays qui était donc le plus élevé du point de vue intellectuel, le plus extraordinaire, qu'est né le nazisme. Et c'est un paradoxe extraordinaire qui doit nous interpeller, c'est pas parce qu'on est éduqué qu'on pense bien. Mmh. C'est ce que disait Montaigne, il disait « J'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers ». Et c'est vraiment très fort, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a plus on apprend de choses, plus on doit se méfier parce que c'est l'argument d'autorité. Si j'ai appris tout ça, si j'ai fait tout ça, c'est que je sais mieux que les autres. Ce qui est bon. Et c'est pas vrai. Donc, si on sait plein de choses, il faut regarder avec beaucoup de modestie ce qu'on sait pour se dire, je suis peut-être en train de dire une connerie, quoi. Et donc, à cause de la mobilisation de la main-d'œuvre et de l'occupation de ces terres industrielles, la France fut contrainte d'accumuler des déficits commerciaux très importants. Ceci était de près de 3% du PIB avant la guerre. Il s'élevait désormais à 30% en 1917. Oui, à 30%, c'est-à-dire qu'on avait perdu tout notre stock d'or, qu'on avait soigné. Donc, ça veut dire à la suite, inflation, dévaluation. Et puis, on a amené le franc à un niveau tellement bas que quand c'est reparti, on a foutu les autres pays en l'air parce qu'on avait, je crois que c'est la France et les États-Unis ont capturé à peu près 90 ou 95% des mouvements d'or entre les deux guerres. C'est-à-dire que leur monnaie était tellement basse que tout leur venait chez eux, donc les autres pays n'avaient plus de réserves et crevaient parce que ils pouvaient plus acheter des choses à l'extérieur. D'où les énormes crises, en plus du traité de Versailles qui fut 1929-1930. Voilà, l'Allemagne connaît des crises économiques. Toute la classe moyenne a été liquidée en Allemagne. Et avec justement l'instabilité. Et Keynes, pour le coup, avait dit que les conditions léonines, d'autres l'avaient dit aussi, mais que les conditions léonines, quelque part, du traité de Versailles, allaient entraîner un drame. Et ça a entraîné un drame, effectivement. Parce que... en plus, ces crétins d'Américains, quand la crise est partie dans les années 30, ils ont dévalué massivement alors qu'ils avaient des comptes courants excédentaires en 1934. En 1934. Et ils ont empêché les gens d'avoir accès à l'or. Alors, c'est-à-dire que vous imaginez pas, quand on me dit que la crise de 39 a été faite, la crise des années 30 a été faite par le secteur privé, vous regardez un peu tout ce qu'a fait Roosevelt, tout ce qu'ont fait Hoover, etc. Ils ont pris toutes les mesures à l'envers de celles qu'il fallait. Et en France aussi, on a dévalué. Oh ben bien sûr, on a dévalué. On parle toujours de la crise de 29 comme étant une crise qui aurait été importée des États-Unis, mais force est de constater que nous aussi, on a joué avec notre monnaie à ce moment-là et que ça n'a rien aidé. Ça n'a rien aidé, non. Ça nous a aidé, nous, un petit peu. C'est un peu moins dur en France qu'ailleurs. Mais en réalité, ce qui s'est passé, vous regardez ça, c'est que, comme tu as dit, la guerre de 30 ans, ce qui s'est passé, c'est que de 1840 à 1914, il fallait avoir à peu près tous les actifs financiers, de l'immobilier, des actions, des obligations, sauf de l'or, ça servait à rien. De 1914 à 1945, il ne fallait avoir que de l'or. Parce que c'est la seule chose qui a gardé sa valeur. L'immobilier s'est effondré ou a été bombardé, les actions sont effondrées, les obligations sont effondrées, tout s'est effondré, le coût du travail s'est effondré, enfin, les gens sont appauvris. Donc quand on passe de cette grande histoire que tu racontes à la gestion d'un portefeuille, on se rend compte qu'une fois tous les 40 ou 50 ans, ce qui avait marché depuis 40 à 50 ans marche plus du tout. Il faut passer à un portefeuille complètement différent, puis ça marche encore pendant 15-20 ans, puis ensuite il faut passer par un autre. Donc l'idée qu'il y a un placement miracle qui va marcher tout le temps, ça ne marche pas. C'est tout ce qu'on essaye de faire dans l'université de l'épargne, c'est de dire faites gaffe, ne jouez pas automatiquement ce qui a marché depuis 40 ans. Et alors l'autre chose aussi importante, c'est que on se retrouve dans une période de surproduction parce que plus personne n'achète rien. On se retrouve en France avec des stocks gigantesques qu'on ne peut mettre nulle part. Et on a brûlé des stocks de bouffe à l'époque, alors que les gens crevaient de faim. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, du protectionnisme.
Et voilà. Donc les États-Unis deviennent protectionnistes, surtaxent les produits d'importation, qui du coup ne se vendent pas, du coup on se retrouve avec des surproductions. Et alors qu'on avait une économie qui à l'époque était fondée aussi sur des échanges. Il y avait eu la première grande mondialisation qui nous avait amené jusqu'en 1914, qui était incroyable. Donc là, si vous voulez, vous avez une période, donc on va essayer de résumer ça, vous avez une période de stabilité du capitalisme dans laquelle il se développe en respectant des règles assez simples. Étalon or, pas de déficit budgétaire, etc. Et puis il y avait la guerre qui commence pour des raisons idiotes en 1914. Bon, et elle a lieu, et ça ruine et ça suicide toute l'Europe. Et de 1914 à 1945, le pouvoir politique passe complètement de l'Europe, qui était complètement dominante, aux États-Unis. Et on arrive en 1945 avec un monde qui est complètement dominé par les États-Unis et par le dollar. Voilà. Et là, donc j'arrive sur le franc. La stabilisation de Poincaré, parce qu'alors évidemment, ils se sont tous dit, tiens, si on manipulait la monnaie... Non, il s'est passé s'il y avait des crises sur le franc tout le temps, voilà. Mais on a fait venir un type qui était raisonnable, un Lorrain, Poincaré, qui a dévalué le franc à grands coups. Alors, l'Angleterre et les États-Unis en 1933 ont abandonné les talons or, ils laissent flotter leur monnaie. Voilà. Le cours du dollar et de la livre se dévaluèrent, et ces économies se mirent de nouveau à accumuler des excédents commerciaux. Voilà. Donc nous, on était coincés là. On a dévalué, boum. Boum. Et quand les économies commencent à être mal gérées, il se passe un truc qui est assez courant, c'est ce qu'on appelle les dévaluations compétitives. C'est-à-dire que, puisque je réussis pas à vendre mes produits, je vais mettre ma monnaie à un niveau où il se vendra tout seul. Voilà, c'est ce que disait Paul Reynaud en 1934. Il disait « Si notre économie s'enfonce, c'est que nos prix sont supérieurs aux prix étrangers. Aucune reprise n'est à espérer dans ces conditions. La condition fondamentale d'une amélioration est l'égalisation entre les prix français et les prix étrangers. Ce nivellement peut être obtenu de deux façons, par la déflation, ou plus exactement la baisse des prix, ou par la dévaluation qui modifie les parités. » Ben voilà. Rien n'est plus simple. Il a tout compris, il a son bac. Il a son bac. C'était pas le plus bête, c'est lui qui avait fait venir Alfred Sauvy dans son gouvernement, et De Gaulle d'ailleurs. C'est De Gaulle et c'est Alfred Sauvy. Alors, ensuite, l'auteur... Bon, après, l'auteur parle le Front populaire et le fait que, effectivement, la productivité permettait de passer à 40 heures par semaine et au congé payé, sauf que les autres pays ne l'ont pas fait. Donc, encore une fois, comme nos 35 heures en Europe, on se retrouve compétitif dans la compétition européenne mondiale un peu à la traîne, même si la productivité, encore une fois, permettait d'avoir ce point-là. On arrive donc à la guerre de 40, la drôle de guerre. On se fait ratatiner. On se retrouve avec quand même plus de 100 000 soldats français qui moururent en à peine un mois, un rythme plus rapide que pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que dans le fond, les troupes françaises se sont très très bien battues, mais qu'elles étaient très très mal menées. C'est-à-dire qu'on explique toujours que les Français ne sont pas battus, c'est pas vrai du tout. Ils sont battus partout, mais on n'y est pas arrivé. Donc, en revanche, pendant ces 30 glorieuses, le niveau de vie des ouvriers s'est considérablement amélioré. C'est ça. On arrive dans une autre période, c'est-à-dire qu'il faut travailler et emprunter pour acheter son logement. C'est comme ça que dans les 2,45 à 70, c'est comme ça que vous gagnez votre vie. Voilà. Vous empruntez, vous gagnez de l'argent, puis ensuite arrive la grande période d'inflation. Et les choses changent, et puis, mais ça, on en a déjà parlé, cette partie de l'histoire, on l'a déjà pas mal couverte, parce que c'est un peu la partie de mon expérience à moi, quoi. C'est-à-dire qu'il commence en 70. Voilà. Après, on arrive effectivement sur l'amélioration du niveau de vie, et après, on arrive le choc pétrolier de 73, le début du nucléaire, les troubles de la monnaie et la stagflation. La stagflation, et derrière la stagflation, vous avez la grande désinflation, qui fait monter les marchés financiers de façon extraordinaire. Donc, pour résumer, dans le domaine qui est le nôtre, après tout, d'essayer de vous aider dans vos placements, de 45 à 73, il faut donc travailler, avoir un bon boulot, et il y a le plein d'emploi, et emprunter pour acheter votre logement. Mmh. Et comme ça, vous faites un vrai capital. Donc. Puis de 73 à peu près à 87, 88, ou même par oui, 87. Bon, là, si vous voulez, c'est une période d'inflation, etc. Il faut avoir de l'or, à nouveau. Et puis des actions. Puis on arrive aux années 80, 85, et à ce moment-là commence une baisse des taux qui va amener les taux français d'à peu près 16% par an à zéro. Donc tu imagines sur le marché des actions, quand le taux passe de 16 à 0, le marché des actions, il pète à la hausse parce que les bénéfices sont estimés avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas.
Donc tu as une période du capitalisme financier qui a boomé comme jamais, qui dure de 85 à peu près à 2005-2007. Oui. Et maintenant, on est en train de retrouver dans une période pour essayer de payer la note des sociétés du capitalisme de connivence, comme je l'appelle. On crée de la monnaie à partir de rien, c'est-à-dire qu'il faut avoir des actions, à nouveau, et de l'or, mais plus du tout d'obligations. Plus du tout, oui. Donc, si vous prenez ça sur un siècle et demi, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où il faut avoir que de l'or, des moments où il faut ne pas avoir du tout, des moments où il faut avoir des actions et des moments où il ne faut pas en avoir. Donc, il faut bien essayer de réfléchir à ce que font les gouvernements de la monnaie à chaque fois, parce que ça passe toujours par la monnaie. Et c'est drôle parce que quand tu lis pour autant les concerts boursiers, tu vas toujours avoir des martingales qui vont t'expliquer oui, il faut faire les règles des 50-30-20 ou les conseils des 40-60, 40% en actions, 60%. Oui, mais c'est ça, c'est un peu comme si tu arrivais avec une baïonnette en 39-45 alors qu'on est passé au tank. Voilà, c'est ça. Tu dis mais de la baïonnette, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Ah bah oui, mais c'était en 14-18. Et le gaz moutarde, t'arrives avec ton masque, tu dis bah oui, mais maintenant on a des tanks, donc voilà. Donc, exactement ça. Donc, il ne faut pas faire comme les généraux français, être fin prêt pour la guerre précédente. Voilà. Il faut que vous vous disiez, on est dans un monde dynamique, et à un moment ou à un autre, il va y avoir des changements énormes, et il faut que moi, je sois prêt, d'abord à les regarder, à les comprendre, et à investir en conséquence. Et ça paraît idiot ce que je veux dire, mais c'est le prix de la liberté, c'est-à-dire que si vous pensez, personne ne peut vous garantir une vieillesse heureuse. Il faut que vous y réfléchissiez toute votre vie. Comment je vais me garantir une vieillesse heureuse? Parce que si quelqu'un était capable de garantir une vieillesse heureuse, il ferait fortune puisqu'il peut prévoir le futur. Oui. Donc il faut que vous trouviez des trucs. Oui, mais alors ça c'est aussi quelque chose parce que dans les commentaires de l'Université de l'Épargne donc qui a commencé, beaucoup de gens me demandent dans les commentaires genre oui mais alors la crise de l'immobilier elle va arriver quand et ainsi de suite. Mais c'est la différence entre l'analyse des événements et Madame Irma. Je peux pas vous dire ça va arriver le 12 octobre à 23h. On t'en s'y fiche rien quand elle va arriver. Vous le sauriez, qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez avant, mais vous y en aurez autant qu'à vous. Donc, non mais c'est-à-dire on peut avoir une perception donc écoutez étant donné l'ère du temps il m'apparaît que ça et ça et ça devrait arriver. Ça arrive en général. Ou du moins que là et là et là, on va pas gagner d'argent. C'est à peu près certain. Voilà. Et après ça, vous vous diversifiez dans ce qui reste. Bon, je peux vous dire, vous allez pas gagner d'argent dans les 10 ans qui viennent, mais je peux pas vous dire, je sais pas où on va en gagner. Mais par contre, si j'achète un peu de tout, il y aura probablement là où on va gagner qui va être dans le tas. Voilà. Donc, concentrez-vous sur là où vous êtes certain que vous allez perdre. Et c'est, en regardant cette histoire, ce qui a été très utile, on voit bien qu'il y a des périodes où on était certain de gagner sur les actions, et où on était certain de perdre sur les obligations. Bon, à ce moment-là, il faut pas avoir d'obligations. Non, moi ce que j'ai trouvé, au-delà du fait que l'histoire est toujours fascinante et que j'adore l'idée d'avoir... En Angleterre, les gens très bien élevés n'étudient pas l'économie, n'étudient parfois la littérature. Ils ont ce diplôme qui s'appelle le PPE, qui est vraiment le top, et étudier pour eux la philosophie et l'histoire, et bien sûr l'histoire gréco-romaine, c'est le summum. C'est-à-dire qu'un homme cultivé... plus intelligent. Voilà, et une fois que vous savez tout sur justement les guerres du Péloponnèse, là vous pouvez devenir trader. Ou vous pouvez devenir Premier ministre. Voilà, et effectivement, ils sont capables la plupart du temps de réciter des vers entiers de l'Iliade et l'Odyssée dans le texte, parce qu'ils ont fait ça... Alors que nous, on a supprimé le latin et le grec. Ouais. Vous savez, c'est ce que dit... Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Audiard, il ne faut pas parler... Au con, ça les instruit ? Au con, ça les instruit, et j'ai l'impression que ça a été la politique de l'éducation nationale. Ils pensent que les gens en dessous sont des cons, et que ça sert à rien de les instruire. Et c'est abominable, ça, j'ai envie de les tuer quand ils font ça. Mais beaucoup de gens font ça, chez les politiques aussi. Pareil, c'est les politiques qui ont dit ça. Et ça mérite au plus haut point de partir du principe que, non, mais les gens vont pas comprendre, on va... Donc, tu dis, mais si vous leur servez de la soupe aussi, on va jamais s'en sortir. Partez du principe que tout le monde... Pour qu'il y ait adhésion, il faut qu'il y ait compréhension. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire du b.a.-ba, que tu peux élever les limites aussi. Les gens sont beaucoup plus... et puis sinon, ils posent des questions. Et puis tu leur dis. Absolument. Voilà.
Bon, écoutez, en tout cas, on est heureux de vous avoir retrouvé pendant encore une émission. N'hésitez pas, maintenant l'Université de l'épargne, j'ai oublié, j'aurais dû le dire au début, a été créée, donc vous pouvez nous rejoindre. Vous avez encore pour quelques jours, je pense, la formule d'entrée qui est encore moins chère. Ça se trouve sur www.universitédelépargne.fr. Vous pouvez le mettre directement dans votre navigateur parce que vous ne l'aurez pas sur Google encore dans les sorties parce qu'on n'est pas encore référencé depuis assez longtemps. Voilà, sinon vous passez par la page YouTube, il y a les petits référencements. Mettez des pouces, dites que vous nous aimez et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. À bientôt.